Bonjour à tous, José et moi sommes ravis de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison de 1, 2, 3 Santé. Alors vous avez été nombreux à nous encourager, à nous proposer des sujets et à nous demander de nous intéresser à la santé de toute la famille, des nouveau-nés aux seniors. Alors c'est une saison pour tous qui s'ouvre aujourd'hui et nous la commençons par une émission sur le cancer du sein. Octobre rose oblige. Vous saurez tout des facteurs de risque, des moyens de dépistage et des traitements avec des invités et des reportages. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Le cancer du sein, en effet, c'est le cancer le plus redouté des femmes. Pourtant, il existe un dépistage efficace car pris à temps, les chances de guérison augmentent sans cesse. Et on retrouve tout de suite la question du jour. Si je ne ressens aucune douleur au sein, est-ce qu'il est quand même nécessaire de faire un dépistage du cancer du sein? Et pour parler du cancer du sein, nous recevons sur ce plateau le professeur Philippe Cadel. Bonjour professeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service du service gynécologie obstétrique au CHU de Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Quels sont les chiffres du cancer du sein? Est-ce qu'il est, j'ai entendu qu'il était moins fréquent ici que dans l'Hexagone? Oui, il est moins fréquent en Guadeloupe. Comparé à la métropole, on peut dire qu'en Guadeloupe, c'est autour de 40 à 50 pour 100 000 patientes, alors qu'il est plutôt autour de plus de 80 en métropole. En deux mots, on sait pourquoi? C'est surtout le mode de vie, les facteurs de risque de ce cancer qui sont plus favorables, en tout cas pour l'instant en Guadeloupe. D'accord. C'est un cancer qui touche les femmes de moins de 50 ans? Plus de 50 ans? On peut dire que là, il touche les femmes à partir de 25-30 ans pour les cas les plus jeunes, et ça peut aller jusqu'à 80-90 ans, avec une incidence qui va augmenter surtout autour de 70 ans. D'accord. Alors, dans ces facteurs de risque, vous venez de parler de l'hygiène de vie. Alors, dans l'hygiène de vie, il y a surtout tous ces facteurs dits alimentaires. Je citerai la surconsommation de viande et de graisses d'origine animale et le manque de consommation de fruits et légumes. Il y a le manque d'activité sportive et aussi, surtout, ce qui est le gros problème que l'on rencontre en Guadeloupe, c'est l'obésité. Est-ce que la génétique peut jouer un rôle? Si maman a eu un cancer du sein, est-ce que j'en aurai un? Oui, mais de plusieurs degrés. On connaît un certain nombre de gènes que l'on va rechercher dans certaines familles, qui fait que si on le retrouve dans cette famille, le risque de cancer du sein notamment va être augmenté. Mais il y a aussi sûrement des gènes que l'on ne connaît pas qui augmentent cette susceptibilité. C'est un cancer hormonodépendant. Donc, une puberté précoce, par exemple, ça a une influence? C'est un peu plus compliqué que cela. La majorité des cancers sont hormonodépendants, mais il reste une fraction de cancers qui sont, on va dire, un peu plus agressifs, qui sont normodépendants. Mais dans la grande majorité, c'est tout à fait vrai qu'une puberté précoce, une ménopause tardive augmente ce risque de cancer, mais surtout pour les personnes les plus âgées. On a beaucoup entendu parler du rôle préventif de l'allaitement maternel. Tout à fait. L'allaitement maternel, pour la fonction du sein, fait que le risque du cancer est diminué à partir de 6 mois d'allaitement. Et plus les enfants sont allaités longuement et à chaque grossesse, et plus ce risque diminue, surtout pour les cancers à distance. Mais se rappeler que tout de suite après une grossesse, le risque est augmenté et qu'il faut bien faire suivre par son médecin traitant pour dépister un cancer dans cette période. Pour les femmes qui prennent la pilule, est-ce que le risque est augmenté? Le risque est très faiblement augmenté, mais ce qu'il y a de particulier dans cette population de femmes qui prennent la pilule et les contraceptions hormonales, c'est qu'elles sont surveillées. Et dans ce cadre-là, ce cancer est dépisté plus tôt et traité plus efficacement. Qu'en est-il du traitement hormonal substitutif de la ménopause? Alors ce traitement hormonal qui était donné plus ou moins systématiquement aux femmes dans la fin des années 90 a été, on va dire, dans la grande majorité arrêté, et il n'est plus donné que dans des cas bien particuliers parce qu'il a été démontré qu'il augmentait le risque du cancer du sein chez les personnes de plus de 50 ans. Alors quels vont être les symptômes? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut réussir à percevoir quelques signes? Oui, tout ce qui est chronique, c'est-à-dire un symptôme au niveau du sein qui persiste, une masse, une douleur, une sensation, quelle qu'elle soit, qui est persistante, doit faire consulter son médecin pour rechercher et dans la plupart du cas éliminer, mais en tout cas avoir la certitude qu'il n'y a pas un cancer derrière ces symptômes. Et pour retrouver une masse, il faut faire une palpation régulière. La palpation régulière, moi surtout je dirais par son médecin traitant.
ou son médecin gynécologue obstétricien. Une fois par an. Il y a l'autopalpation, mais il faut la faire régulièrement, à chaque cycle. Et là, on va pouvoir dépister des cancers précocement. En l'absence d'anomalies à la palpation, est-ce qu'il est quand même utile de faire une mammographie ? Il est utile de faire la mammographie lorsqu'on est dans la tranche d'âge du dépistage qui, je rappelle, entre 50 et 74 ans. En dehors de ces périodes du dépistage dit organisé, il peut être nécessaire de faire une mammographie et c'est son médecin qui va déterminer, en fonction de la connaissance qu'il a de votre passé gynécologique et obstétrical, de vos antécédents familiaux, qui va déterminer à quel moment commencer et à quelle fréquence. Donc même si vous n'avez aucun symptôme, il faut faire une mammographie dans la tranche d'âge que vous venez de dire. Il faut surtout faire ce dépistage si on ne sent aucun symptôme. L'objectif du dépistage, c'est d'aller chercher une maladie chez quelqu'un qui n'a aucun symptôme. Et en Guadeloupe, c'est l'Aguadec qui se charge du dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans. Elles sont invitées à faire une mammographie tous les 2 ans. Un examen parfois redouté, mais incontournable. Reportage. L'Aguadec, association guadeloupéenne pour le dépistage du cancer, a pour mission d'assurer la promotion et l'organisation du programme de dépistage organisé des cancers. Il est important de signaler la prise en charge gratuite du dépistage du cancer chez toutes les femmes assurées sociales de 50 jusqu'à 74 ans. Un dépistage peut se faire selon 2 possibilités. Soit un dépistage individuel de sa propre initiative ou à celle de son médecin référent, soit en participant au dépistage organisé, c'est-à-dire en répondant à l'invitation émise tous les 2 ans par l'Aguadec. L'intérêt du dépistage organisé, outre sa gratuité et le fait qu'il soit proposé équitablement à toutes les femmes assurées sociales de la population cible, donc les 50-74 ans, est que l'Aguadec a une obligation de suivi pour toutes les femmes dépistées positives, mais surtout que toutes les mammographies considérées comme normales par le radiologue qui a fait l'examen, donc le radiologue premier lecteur, bénéficient d'une seconde lecture par un radiologue expert dans les locaux de l'Aguadec. Cette seconde lecture, qui s'adresse, comme dit, aux mammographies initialement considérées comme normales, permet de diagnostiquer chaque année environ 7 à 8% des cancers diagnostiqués tous les ans. Donc sur la Guadeloupe, à peu près 80 nouveaux cancers sont diagnostiqués chaque année dans le cadre du dépistage et 7 à 8 le sont grâce à la seconde lecture. La mammographie est l'examen radiographique par excellence pour repérer d'éventuelles anomalies dans les seins des femmes. La mammographie sert avant tout de dépistage. C'est un examen qui est pas forcément très agréable, mais qui n'est pas douloureux. En général, les machines actuellement sont étudiées pour faire le moins mal possible et donc on n'a jamais eu vraiment de femmes qui se soient plaintes de la douleur, juste parfois du désagrément, pas plus. La mammographie, c'est l'examen aujourd'hui du dépistage. C'est l'examen qui permet d'avoir la vue la plus précise du sein, des images les plus parlantes et qui permettent d'ouvrir la possibilité à d'autres examens complémentaires, comme on le fait pour la patiente que l'on a vue aujourd'hui avec une échographie et qui peut amener à proposer d'autres examens, IRM, ponction, etc., pour arriver au diagnostic le plus précis pour effectivement ne pas avoir ni de faux positifs ni de faux négatifs. C'est le but de cet examen et en général c'est ce que l'on arrive à faire. Est-ce que les mammographies à répétition peuvent induire un cancer ? Effectivement, on limite les doses et on limite la fréquence de ces examens à 2 ans pour éviter le risque de dire qu'il y a des cancers radio induits par la mammographie. Je crois qu'on n'en a aujourd'hui absolument ni la preuve, ni même des cas que l'on puisse retenir. Simplement, pour des raisons de radioprotection, on limite ce nombre d'examens et en général, sauf cas particulier, on fait cet examen uniquement tous les 2 ans pour limiter justement ce risque-là. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Professeur Cadel, quel est l'intérêt du dépistage ? L'intérêt du dépistage, c'est d'arriver
à un moment de la maladie, précocement, permettant de mettre en place un traitement moins invasif pour la patiente et surtout beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que si le cancer est pris à temps, on a de bonnes chances. Le cancer est toujours pris à temps. Le médecin va traiter au moment où il va mettre en évidence la maladie. Mais plus on va arriver précocement dans la maladie, moins on aura de chances ou de risques d'avoir une diffusion de la maladie en dehors du sein. Et à ce moment-là, de pouvoir mettre en place un traitement permettant d'éviter notamment l'utilisation de la chimiothérapie. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus pertinent la mammographie que la palpation, puisque la palpation par la femme dépiste des petites tumeurs de 1,5 cm. Oui. Par le médecin, 1 cm. La mammographie, je crois que c'est beaucoup moins encore. C'est beaucoup moins encore, on est de l'ordre du demi-centimètre, 5 mm. Donc, et on voit bien que cette lésion de 5 mm sera traitée beaucoup plus facilement et efficacement qu'une lésion qui fait 1,5 cm, voire plus. donc ça dépiste à un stade ultra précoce. Ultra précoce dit infraclinique, en dehors de tout signe de douleur, de masse, de gêne au niveau du sein. Donc c'est vraiment important d'avoir dans l'idée que ce dépistage est destiné aux patientes qui ne sentent aucun symptôme. Et en dehors de la mammographie, le dépistage par le médecin traitant ou le gynécologue lors des visites annuelles aussi, Tout à fait. est un moment important. Est un moment très important parce qu'il place ce dépistage chez des personnes qui sont éventuellement en dehors de la période de dépistage dit organisé qui, je le rappelle, est entre 50 et 74 ans. Donc le dépistage commence par l'examen par son médecin et éventuellement par ce qu'on appelle l'autopalpation qui doit être pratiquée, comme je le rappelle, après les règles et à chaque cycle. Donc il faudrait aller voir son médecin tous les ans. Une fois par an, exactement. Une fois par an, c'est pour le cancer du sein, l'idéal. puis les autres cancers Pour la de prescription de la contraception. par exemple. Restez avec nous dans la suite de cette émission dédiée au cancer du sein. Nous verrons dans quelques instants quels sont les traitements proposés. Également, Evelyne Milhomme viendra témoigner sur notre plateau. C'est le professeur Philippe Cadel qui nous accompagne tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes chef du service de gynécologie obstétrique au CHU de Pointe-à-Pitre. Alors qu'est-ce qu'il va se passer si cette mammographie est anormale ? Alors cette mammographie, je rappelle, c'est de l'imagerie, c'est comme une photo et ça ne donne pas de diagnostic. À partir de cette image qui va être anormale sur une mammographie, on va mettre en place une stratégie éventuellement d'examen complémentaire et surtout pour arriver au diagnostic, pour déterminer quelle est la nature de cette anomalie qui est vue sur ces images, pour aboutir notamment à ce qu'on appelle à la biopsie, c'est-à-dire le prélèvement au sein de cette anomalie. Qui permettra de déterminer s'il s'agit... S'il s'agit réellement d'un cancer, la nature de ce cancer, parce qu'il y a plusieurs types de cancer du sein, et à ce moment-là, de pouvoir mettre en place, d'envisager la stratégie du traitement. D'accord. Est-ce que c'est facile d'annoncer à une jeune femme qu'elle a un cancer du sein? Non, ce n'est jamais facile que cette personne soit jeune ou moins. Il n'y a pas de recette miracle. Chaque personne a sa façon d'annoncer et de recevoir une information. Et il est important que le médecin soit bien sûr clair, franc. Maintenant, nous ne sommes plus au 19e siècle, on peut cacher quelque chose à quelqu'un. Et il faut le plus souvent être très simple. Tout à fait. Et quels sont les traitements dont on dispose aujourd'hui ? Les traitements dont on dispose actuellement sont de plus en plus efficaces et de plus en plus nombreux. C'est pour ça qu'on est sorti de la stratégie de savoir qu'il y a cancer du sein, il y a le traitement. Il y a chaque cas est un cas particulier. Traitement individualisé. Exactement, un traitement individualisé qui va dépendre de nombreux facteurs. Et à partir de ces facteurs, on va déterminer dans toute la palette des traitements disponibles, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et ce qu'on appelle maintenant un grand nombre de molécules qui apparaissent, qui sont ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Et avec tous ces outils de traitement, ce qu'on appelle des outils thérapeutiques, on va définir au cas par cas le traitement nécessaire pour une patiente. C'est même lors de réunions entre plusieurs spécialistes que ça se fait dans les fameux RCP. Tout à fait. Les choses sont devenues très complexe et ce n'est plus un seul médecin qui peut déterminer, qui doit déterminer un traitement pour le cancer du sein, mais pour tout cancer. Et il y a ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, donc une réunion de plusieurs spécialistes qui vont prendre le dossier, prendre le cas et avec tous ces éléments déterminer
le traitement qui est le plus adapté à la personne. Il peut parfois y avoir des associations de traitement. Il y a le plus souvent des associations de traitement pour pouvoir avoir l'efficacité maximale pour une patiente en minimisant l'impact sur la santé de la patiente. Quand on parle des traitements, on pense aux effets secondaires. Tout à fait. Tous les traitements présentent des effets secondaires. Tout traitement a des effets secondaires. Bien sûr, ceux qui sont le plus redoutés, c'est les effets secondaires de la chimiothérapie. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, on a un ennemi qui est beaucoup plus dangereux, dévastateur, qui est un cancer. Et on ne peut pas faire des petits traitements, des traitements light. Il faut être efficace. Mais évidemment, il s'agit d'être à la bonne mesure. Il ne s'agit pas non plus de surtraiter ces patientes. L'annonce de l'ablation du sein, de la mammectomie, comment elle est acceptée, comment elle est vécue? Elle est acceptée diversement. Ça dépend de chaque personne. Il y a des patientes qui, paradoxalement, sont à la demande de cette ablation totale du sein et d'autres qui, au contraire, bien qu'on leur explique les risques, la refusent. Donc il n'y a pas de profil particulier, il n'y a pas de situation qui soit bien cadrée. Chaque personne, il ne faut pas oublier que chaque personne, chaque cas est différent. Alors, ablation du sein ou effet secondaire, l'estime de soi est souvent malmenée par le cancer et ses traitements et ses effets secondaires. Et la socio-esthétique est utilisée comme soin de support et c'est un précieux soutien pour les patientes. Regardez. Des femmes ayant été opérées d'un cancer du sein présentent des difficultés de mobilité de l'épaule et du bras du côté opéré. L'escrime a pour intérêt de faire travailler sur l'amplitude du geste, sur la parade et la riposte. L'escrime et le cancer du sein, c'est une activité qui a été proposée par la Fédération française d'escrime et qui consiste au fait à permettre aux femmes de pouvoir faire leur éducation au travers d'une activité sportive. Alors pourquoi cette initiative? Pour la simple raison que quand une femme ou bien un homme, puisque ça peut être aussi, les hommes peuvent être aussi atteints du cancer du sein, on se sent un peu mis à l'écart par la maladie qui reste toujours tabou. Et donc, voilà, on a voulu créer quelque chose où elle pourrait se sentir à l'aise avec des gens qui sont passés par là, qui ont déjà été confrontés à cette situation. Voilà. Les bienfaits de cette activité, la rééducation du bras, puisque la maladie entraîne, on va dire, une posture introvertie, c'est-à-dire envers soi, et l'épaule est de moins en moins sollicitée. Donc, les mouvements que je leur fais faire leur permettent de pouvoir plus solliciter le bras, les bras, l'épaule qui ont subi le traumatisme et donc permettre de faire la rééducation. Donc je propose des mouvements bien ciblés au moment inférieur, mais étant une femme, je leur propose également des activités pour leur bien-être, pour qu'elles puissent pouvoir perdre un petit peu de poids, puisque c'est vrai que la maladie et le traitement sont lourds, donc pour certaines, la prise de poids est évidente. Cette activité leur permet également de retrouver la confiance en soi, parce qu'elles se voient comme limite comme des personnes rejetées un petit peu de la société, il faut le dire. Hein. C'est ça en général. Qui dit cancer, les gens, ça fait un petit peu peur aux gens. Et c'est vrai que cette activité leur permet de se lâcher, de se sentir mieux dans leur peau, de retrouver, de ne pas avoir de complexe par rapport, pour certaines qui ont une prothèse ou autre, de se sentir mieux. Voilà, en gros c'est ça, de se sentir mieux, que ce soit au niveau apparence physique ou bien même à l'intérieur. Ça leur apporte un mieux-être. Alors, cette activité me procure un grand bien-être. En fait, je suis opérée depuis environ 14 mois, mais j'ai vraiment bien récupéré. Comme je suis droitière et c'est la main droite, ça me permet d'avoir une meilleure dextérité. J'avais vraiment beaucoup de mal au départ parce que, étant droitière, et me demander est-ce que je n'ai plus jamais pouvoir utiliser ma main droite. Mais je me rends compte que ceci allié à la kiné, ça fait vraiment beaucoup de bien. En venant, je me fais du bien. Je me fais vraiment du bien. Je sens que mon corps est relaxé.
Et même quand on fait des séances de sport aussi avec notre monitrice, ça se passe bien, on se sent bien et vraiment je ne regrette pas de venir ici. Parce que l'estime de soi est souvent malmenée par le cancer et ses traitements, la socio-esthétique utilisée comme soin de support est un précieux soutien pour les malades. Éclairage sur une discipline qui émerge. La Ligue contre le cancer, c'est une association loi 1901 qui a pour but de prévenir les cancers féminins et masculins et pour lequel il y a 3 actions que nous menons. Les informations au public, nous faisons de la prévention et nous développons aussi la recherche. Nous prenons des décisions aussi également pour pouvoir prendre en charge au mieux les patients atteints du cancer. Pour ce faire, la Ligue contre le cancer propose des ateliers et des soins de support au bénéfice des malades. Au sein de la Ligue contre le cancer, j'interviens en massage de bien-être. Qui fait partie des soins de support, au même titre que la socio-esthétique, que les ateliers d'esthétique. Donc les gens viennent en soins, c'est un moment de ressourcement, pour nous c'est un espace ressource pour reprendre un peu de confiance en soi, pour se réapproprier ce corps qui est passé toujours par des phases un peu intense de grande douleur et ici on parle beaucoup de douceur. Les massages font beaucoup de bien parce qu'en fait pendant tout le traitement on s'est concentré sur la douleur, on s'est concentré sur la maladie et en fait on a oublié tout le reste. Alors en plus avec le traitement de la chimio, les extrémités perdent en sensibilité, il y a des engourdissements, des picotements surtout aux pieds et aux mains. Donc Marie-Josée intervient beaucoup, le massage fait beaucoup de bien puisqu'elle essaie de redonner vie aux nerfs en quelque sorte et en fait c'est tout le corps qui revit comme cela et ça fait beaucoup de bien, ça détend beaucoup. Je maintiens la tension. Encore et je relâche. D'une façon générale, la sophrologie a été proposée à la Ligue à tous les stades de la maladie et des soins. Par exemple, dès l'annonce de la maladie, à cause du choc que cela provoque, et aussi durant le traitement. Elle peut permettre de réduire l'anxiété avant une intervention chirurgicale. Lors de la chimiothérapie et de la radiothérapie, elle permet de réduire le stress et de réduire aussi les effets négatifs du traitement. Et elle permet, après, maintenant, quand ça va mieux, de réintégrer une vie sociale plus active, d'accepter son nouveau schéma corporel. Si on a subi une tomie, par exemple, d'être plus positif, d'être plus optimiste, de se situer dans la vie, pas dans la survie, d'avoir des projets, même des mini-projets. Le fait de venir ici à la Ligue avec toutes les activités que je fais, je peux vous dire que ça me fait vraiment du bien. Donc c'est pour ça que j'invite tous ceux qui sont dans le même cas de venir en profiter parce que c'est à notre disposition. Et puis la rencontre avec les autres aussi, l'échange est très importante puisqu'on peut confronter nos vécus et ça fait du bien. Au lieu de rester seul chez soi, avec les autres, on peut aller de l'avant et on peut se dire que tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir. Après le cancer, il y a une vie et elle reprend de plus belle. On se découvre plein de choses en nous-mêmes, donc ça nous aide énormément. Le mois d'octobre, pour nous, c'est le mois de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. C'est un mois qui est très important, donc nous nous mobilisons, mais nous nous mobilisons surtout pour pouvoir expliquer aux gens toute la palette de soins que la Ligue Guadeloupe contre le cancer propose. Aussi bien pour que la personne malade puisse pouvoir avoir une amélioration de sa santé, aussi bien sur un plan physique, psychique que social. Surtout une recommandation, si vous êtes atteint d'un cancer, ne restez pas isolé. Il faut côtoyer du monde, il faut sortir de chez vous
parce que le cancer n'est pas une maladie contagieuse, n'est pas une maladie honteuse, et il faut retirer cette idée de votre tête. On meurt de moins en moins de son cancer. Vous avez eu une vie de qualité avant cancer, vous pouvez l'avoir pendant le cancer et après le cancer. Donc rendez-nous visite, il y aura toujours quelqu'un pour vous entendre, pour vous écouter et pour vous accompagner. Evelyne Milhomme nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour Madame Milhomme. Bonjour. Bonjour. Vous avez 39 ans et il y a 2 ans, vous avez appris que vous aviez un cancer du sein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Quel a été votre parcours? Alors dans un premier temps, j'ai découvert ma tumeur par autopalpation. D'accord, donc en vous palpant, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une petite masse. grosseur, ouais. Tout à fait. Donc je me suis rapprochée de ma gynécologue qui m'a prescrit une échographie et une mammographie à effectuer. À la suite de ça, donc effectivement, il s'est révélé qu'il y avait bien quelque chose, une tumeur. Et elle m'a prescrit une biopsie pour analyser cette tumeur, pour la classifier. Professeur Cadel, qu'est-ce que c'est la biopsie? La biopsie, c'est avec un appareil particulier, faire un petit prélèvement au sein de la lésion, au sein de la tumeur, pour avoir un échantillon. Et avec cet échantillon, on va faire des analyses pour déterminer la nature et vraiment classer le type de cancer pour définir le traitement. D'accord. Donc ensuite, vous avez subi... À la suite de cette biopsie, donc il y a eu une opération que j'ai subie. On m'a enlevé la tumeur. Et à partir de là, on a établi un protocole de soins où j'ai eu des séances de chimiothérapie, de radiothérapie, et je suis actuellement sur hormonothérapie. Et ça va durer combien de temps? Donc l'hormonothérapie dure 5 ans. D'accord. Donc vous avez eu tous les effets secondaires que vous avez vus dans le reportage, les pertes de cheveux? Oui, effectivement. Donc on a la perte de cheveux, la sensibilité au niveau de la bouche, on perd le goût des aliments, donc des douleurs. Pour dormir très difficilement. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'effets, mais bon, on sait qu'on est soigné, c'est comme un médicament. Tous les médicaments ont des effets secondaires, donc pour moi ça fait partie d'un médicament que je prenais, et donc pour le coup, je me suis... Comment une femme coquette comme vous accepte ça? De ne pas avoir les cheveux, la beauté, etc. On a des petites astuces, le maquillage, le foulard. Et surtout les cheveux repoussent plus beaux après. Oui, les cheveux n'ont rien à voir après. Et pour vous sentir bien dans votre corps, c'était un élément presque de traitement aussi pour vous. Oui. Non, il fallait que vraiment... C'est vrai que j'ai été soutenue par ma famille, et donc ça m'a porté. Mis à part le fait qu'il y avait tout ça, mais la famille a vraiment... L'accompagnement. Oui, l'accompagnement, les collègues de travail. C'est très important, il ne faut pas fuir. L'environnement psychologique est important. Oui. C'est vrai que j'en ai parlé à tout mon entourage, et ils m'ont dit le combat, on va le mener tous ensemble. Mais vous êtes de toute façon une battante, vous. Ah oui, dans l'âme. Oui, effectivement. Aujourd'hui, vous vous sentez comment par rapport à l'annonce de la maladie? D'ailleurs, comment est-ce que vous avez vécu cette annonce quand on apprend à 37 ans qu'on a peut-être un cancer? Comment est-ce qu'on le vit? Sur le coup, ça a été terrible. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai la chance d'avoir un traitement. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc, effectivement, après, je me suis dit, bon, c'est un cap à passer. Et les beaux jours seront meilleurs après. Voilà. J'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, vous vous sentez comment? Aujourd'hui, il y a encore des hauts et des bas. Mais je me bats tous les jours, et je me dis que demain sera meilleur. Quand la journée s'est mal passée, demain est meilleur, et on continue. Donc vous serez suivi, oui, vous êtes suivi tous les 6 mois. Tous les 6 mois, donc je vois l'oncologue, la gynécologue, j'ai mon médecin traitant que je vois très régulièrement, et mon chirurgien aussi que je vois dans ce cycle. Vous avez changé votre rythme de vie depuis ça? Non, mais je vois les choses autrement, c'est-à-dire qu'on est plus à l'écoute. De soi-même? Oui, plus à l'écoute de soi-même, plus sensible aux autres aussi, et on porte plus l'oreille, on a d'autres facultés. Vous profitez plus des choses et des vôtres? Oui, plus des choses, et puis on se soucie un peu moins des petites choses futiles. Grandit. Oui.
Merci beaucoup, Madame Milhomme, d'être Merci à venue vous. témoigner sur ce plateau. Merci à vous, professeur Cadel. Je vous remercie. Et Merci. je vous remercie pour la qualité de vos émissions. Merci bien. C'est gentil. José, on se retrouve la semaine prochaine Tout à fait. pour un nouveau numéro de 1, 2, 3 Santé. Tout de suite, c'est Yemouna que vous retrouvez pour la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Nous comptons retrouver les autres pour une nouvelle saison 1, 2, 3 Santé. D'ailleurs, pour nous, nous disons merci pour être écoutés à autres. Aujourd'hui là, José et Malika Kabaï la voix avec professeur Cadel assis cancer à tété. D'ailleurs, pour nous, nous avons parlé de ça pendant tout le mois là, puisque nous avons mois à octobre. En l'eau, madame, inquiète et yo ka paix trapper cancer à tété. D'ailleurs, pour yon, ou que vrai, yo ka touché, yo ka manier tété là pour vrai, si yo pas trouvé un petit bout là-dedans. C'est une bonne comportation et faut continuer. Mais par contre, faut tailler au moins une fois dans l'année là à ka médecin azote et à un moment là ça il peut faire un examen petit bout plus complet. Ni un autre examen aussi que médecin là qui conseillé là va attraper 50 l'année avec la Guadex, c'est ça yo ka crier en mammographie. Mammographie là, c'est une radiographie qui peut permettre de chercher des petits boules encore plus petits encore qui ou te peut trouver ou te peut sentir là vous même qu'à toucher au médecin là. Plus vous dépistez bonnet, plus vous dépistez petit, plus ou une chance pour guérir. À présent, il y a un traitement pour soigner cancer à tété là, par exemple, vous pouvez tirer, vous pouvez faire chimiothérapie, mais tous ces traitements là ça qui prend temps pour agir est en le mauvais côté. Par exemple, vous pouvez perdre toute chivée et c'est vrai que pour madame ça pas toujours facile à vivre. À un moment là ça vous pouvez trapper on aide au niveau à une socio-esthéticienne qui peut aider à penser tous ces blessements là ça. La famille nous a comprendre que ni un cancer à tété a pas rien qui molle. Mais femme c'est châtaigne. Alors avec famille et amis alentour nous qu'a penser que demain qui est plus belle. Toujours songer que c'est un seul qu'on nous dit. Alors soit nous prenons précaution et puis rester docteur. À dans notre soleil.